Imaginez une femme, belle, élégante, en robe de soie blanche. Elle sourit, elle valse. Elle est le portrait parfait de la féminité victorienne. Maintenant, imaginez ce qu'il y a sous cette robe. Du sang qui coule sur ses cuisses. Des côtes fracturées par son corset. Une vessie qu'elle retient depuis 6 heures parce qu'elle est aux toilettes est une honte. Et personne autour d'elle ne dit un seul mot. Parce que les femmes de cette époque avaient appris une chose au-dessus de tout. Souffrir en silence et sourire quand même. Voilà ce que les livres d'histoire n'ont jamais osé vous raconter. Le 19e siècle, l'ère victorienne. Les historiens ont choisi des mots très précis pour la décrire. Élégance, prospérité, raffinement, grandeur de l'Empire britannique. Des mots beaux, nobles, qui donnent envie de voyager dans le temps. Mais ces mots ont été choisis par des hommes, écrits par des hommes, validés par des hommes. Et ils racontent l'histoire de la moitié de la population en oubliant complètement l'autre moitié. Ce script, cette vidéo, c'est pour cette autre moitié, celle qu'on a effacée, celle dont le quotidien était si brutal, si humiliant, si douloureux qu'aucun manuel scolaire n'a voulu en parler. Parce que la vérité sur la vie des femmes victoriennes est difficile à entendre. Elle choque, elle met mal à l'aise. Et c'est exactement pour ça qu'il faut en parler. Commençons par quelque chose d'aussi banal que d'aller aux toilettes. Aujourd'hui, vous vous levez, vous allez aux toilettes, vous tirez la chasse, vous vous lavez les mains. 30 secondes, aucune réflexion nécessaire. Maintenant, replacez-vous en 1850 dans un grand salon londonien. Vous êtes une femme. Vous portez une robe qui pèse entre 12 et 15 kg. Dessous, un corset en acier et en os de baleine serre votre taille à moins de 45 cm de circonférence. Vos poumons fonctionnent à moitié de leur capacité normale. Vos organes sont comprimés vers le bas. Votre cage thoracique est littéralement déformée depuis vos 13 ans. Et là, au milieu d'une conversation mondaine, vous sentez que votre vessie est pleine. Ce moment simple, ce besoin humain universel devient pour vous une épreuve d'une complexité absurde. Il n'existe pas de toilettes publiques pour les femmes. Celles qui existent sont réservées aux hommes. Sortir de la pièce pour aller vous soulager attirerait les regards, les questions, les soupçons. Une femme qui a des besoins corporels n'est pas une femme raffinée. Alors, vous serrez les dents. Vous continuez à sourire. Vous répondez poliment aux questions qu'on vous pose. Et vous attendez. Des heures, certaines femmes n'y arrivaient pas. En silence, immobiles, le visage parfaitement composé, elles urinaient sous leur robe. Les multiples épaisseurs de tissu absorbaient une partie du liquide, mais l'odeur, elle, restait. C'est précisément pour cette raison que le parfum est devenu une obsession absolue à l'époque victorienne. On a toujours cru que c'était une question de raffinement, de luxe, d'élégance. Parlons maintenant des règles. Parce que là, on entre dans quelque chose de vraiment difficile à imaginer depuis notre époque. Il n'existait pas de mot pour désigner les menstruations dans les conversations courantes. Ce n'était pas un tabou au sens où les gens le connaissaient, mais refusaient d'en parler. C'était un tabou au sens où ce phénomène biologique mensuel n'avait tout simplement pas de place dans le langage social. Ça n'avait pas de nom que vous pouviez prononcer dans une pièce sans provoquer une catastrophe sociale. Pas de protection hygiénique, pas d'antidouleur, pas d'éducation transmise de mère en fille. Beaucoup de jeunes filles voyaient du sang pour la première fois à 12 ou 13 ans et croyaient sincèrement qu'elles étaient en train de mourir. Elles n'avaient personne à qui le dire. Leur mère gardait le silence. Leur père n'était bien sûr pas concerné. Et les domestiques savaient qu'évoquer le sujet pouvait leur coûter leur emploi. Pour gérer leurs règles, les femmes victoriennes fabriquaient elles-mêmes ce qu'on appelait des thé-bandages. C'était une bande de tissu attachée autour de la taille et entre les jambes, remplie de chiffons, de laine séchée, de mousse ou même d'herbes sèches. Ce système artisanal devait être changé entre 10 et 15 fois par jour. Il fallait le laver à la main, le faire sécher en cachette pour que personne ne le voie, puis le réutiliser le mois suivant. Tout ça en portant un corset qui comprimait précisément l'utérus et amplifiait les crampes jusqu'à rendre certaines femmes incapables de se tenir debout. Mais s'allonger pour cause de règles, impensable, socialement suicidaire. Vous deviez accueillir vos invités, servir le thé, jouer du piano et prétendre que votre corps ne vous faisait aucun mal. Et le corset, justement. Il faut qu'on parle du corset.
Parce qu'aujourd'hui encore, on voit des photos de femmes victoriennes avec leur taille de guêpe et on trouve ça magnifique, presque magique. On ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur, on ne voit pas les côtes qui ont été fracturées lentement, progressivement, depuis l'enfance. On ne voit pas le foie qui a glissé de plusieurs centimètres vers le bas, sous la pression constante. On ne voit pas l'utérus qui a changé de position après des années de compression. On ne voit pas les femmes qui s'évanouissent régulièrement lors des bals et qu'on transporte discrètement dans la pièce d'à côté pour desserrer légèrement les lacets avant de les relasser dès qu'elles reprennent conscience. Parce que oui, c'est ce qu'on faisait. On attendait qu'elles reviennent à elles, on leur demandait si elles allaient bien, elles répondaient oui merci avec un sourire et on recommençait à serrer. Les femmes qui portaient des corsets depuis l'adolescence développaient des déformations osseuses permanentes et irréversibles. Leur cage thoracique était définitivement remodelée. Leurs poumons ne pouvaient jamais se remplir complètement. Leurs organes reproducteurs étaient constamment sous pression. Et quand venait le moment d'accoucher, avec un bassin déformé, des organes déplacés et aucune anesthésie, les complications étaient fréquentes et souvent mortelles. Mais personne ne remettait en question le corset. Parce que la beauté exigeait des sacrifices. Parce que c'était la nature de la femme d'endurer. Parce que la douleur était féminine et la plainte était vulgaire. Londres, en 1850, n'était pas la ville romantique et brumeuse qu'on imagine souvent. C'était une ville qui baignait dans ses propres déchets. Il n'existait pas de système d'égout moderne avant les travaux titanesques de Joseph Bazalgette dans les années 1860. Avant ça, les rues étaient littéralement recouvertes de déjections humaines et animales. Les gens jetaient leurs excréments par les fenêtres en criant « Gardez-l'eau », une déformation du français « garde à l'eau » pour prévenir les passants en dessous. Les talons hauts que vous voyez dans les portraits de l'époque n'étaient pas un symbole de statut social ou de séduction. C'était un outil de survie, une façon de marcher au-dessus du niveau des immondices. La grande puanteur de 1858 a été tellement insupportable que le Parlement lui-même a dû suspendre ses séances parce que l'odeur de la Tamise rendait le travail impossible. Voilà dans quelle ville ces femmes en robe blanche, immaculées, étaient censées se déplacer avec grâce et légèreté. Ces robes blanches, immaculées d'ailleurs, ne l'étaient jamais vraiment, parce qu'elles n'étaient jamais lavées. L'eau et le savon abîmaient irrémédiablement la soie, la dentelle et les broderies délicates qui faisaient la valeur d'une robe. Alors on ne lavait pas. On saupoudrait de talc, on ajoutait du parfum, on portait encore plus de couches de tissu par-dessus. Une femme riche vivait dans ses vêtements, transpirait dans ses vêtements, saignait dans ses vêtements, sans jamais pouvoir vraiment les nettoyer. Seuls les sous-vêtements épais en coton étaient lavés régulièrement. Et ce lavage était effectué non pas par la maîtresse de maison, mais par les domestiques qui récuraient à la main des dizaines de pièces de tissu tachées de sang menstruel, d'urine et d'excréments. Ces domestiques avaient une règle absolue et non écrite, ne jamais, sous aucun prétexte, mentionner ce qu'elles voyaient, la garder pour elles, sourire et continuer. Parce que parler du corps de leur employeuse, c'était le chemin le plus court vers le licenciement et la rue. La médecine victorienne avait trouvé une solution très pratique pour gérer toutes ces femmes qui souffraient et avaient le mauvais goût de le montrer. Elle avait inventé un diagnostic, l'hystérie. Le mot vient du grec « hystéra », qui signifie utérus. En clair, le message était le suivant. Le simple fait d'être une femme est une pathologie. Vous avez mal pendant vos règles, hystérie. Vous pleurez parce que votre corset vous coupe la respiration, hystérie. Vous refusez les avances de votre mari, hystérie. Vous exprimez une opinion politique, hystérie. Ce diagnostic fourre-tout permettait de faire taire n'importe quelle femme qui osait dire que quelque chose n'allait pas. Et les traitements proposés étaient d'une violence qui donne encore froid dans le dos aujourd'hui. Bain d'eau glacée, isolement total, chocs électriques appliqués directement sur le corps, internement en asile psychiatrique, parfois à vie. Et dans les cas les plus extrêmes, l'ablation de l'utérus présentée comme un traitement médical légitime. Les femmes l'avaient très bien compris. Se plaindre, c'était prendre le risque de finir dans un asile. Alors elles se taisaient, et elles souffraient, et elles souriaient. Le corps des femmes victoriennes n'appartenait pas aux femmes. C'est une réalité juridique, documentée, inscrite dans la loi. Avant le Married Women's Property Act de 1870, une femme mariée ne possédait légalement rien. Pas d'argent, pas de maison, pas de vêtements, pas même ses propres enfants, et certainement pas son propre corps.
Le mariage était un contrat par lequel l'homme obtenait des droits complets et permanents sur la personne de sa femme. Le viol conjugal n'existait pas comme concept légal. La loi stipulait explicitement que le mariage constituait un consentement permanent et irrévocable. Peu importait l'état de santé de la femme, peu importait qu'elle soit en train de récupérer d'un accouchement difficile, peu importait qu'elle ait peur, mal ou qu'elle pleure. Le refus n'était pas une option légale, et les médecins à qui certaines femmes osaient confier leur détresse leur répondaient avec une froideur clinique que c'était leur devoir d'épouse et qu'elles devaient cesser de se plaindre. Les femmes victoriennes accouchaient en moyenne entre 5 et 8 fois dans leur vie. La contraception était illégale. Les préservatifs existaient, mais étaient officiellement vendus comme protection contre les maladies vénériennes, et leur usage par un couple marié était considéré comme moralement répréhensible. Sans moyen de contrôler leur fertilité, les femmes tombaient enceintes chaque année, ou presque. Le taux de mortalité maternelle était de 5 à 9 femmes pour 1000 accouchements. Et l'anesthésie, bien que techniquement disponible depuis les années 1840, n'était pas utilisée pour les femmes en travail, parce que la Bible disait que la femme devait enfanter dans la douleur. C'était considéré comme une punition divine pour le péché originel, et chercher à l'éviter relevait du sacrilège. Ce n'est qu'après que la reine Victoria elle-même a utilisé le chloroforme lors d'un accouchement en 1853 que la pratique a commencé à être lentement acceptée pour les femmes ordinaires des décennies plus tard. Mais des femmes ont résisté. Il faut le dire clairement. En 1851, Amelia Bloomer a enfilé un pantalon et est sortie dans la rue. Le monde a réagi comme si elle avait déclaré la guerre. Les journaux l'ont ridiculisée. Les médecins ont prétendu que les pantalons endommageraient ses organes reproducteurs. Les prêtres ont dit que c'était contre la volonté de Dieu. Et elle a continué à marcher. Elle a posé une question simple qui a tout ébranlé. Pourquoi une femme devrait-elle porter 15 kg de tissu pour être considérée comme digne d'exister ? Dans les années 1880, des médecins comme le docteur Robert Dickinson ont commencé à publier des études montrant les dégâts physiques réels causés par le corset. Photos de côtes déformées, schémas d'organes déplacés, données sur la mortalité maternelle en augmentation. On les a ignorés, on les a critiqués, mais les preuves s'accumulaient. Dans les années 1890, le mouvement pour le droit de vote des femmes prenait de l'ampleur dans les rues de Londres et de New York. Ces femmes réclamaient le droit de voter, le droit de posséder des biens, le droit à l'éducation. Et en réclamant tout ça, elles réclamaient aussi, pour la première fois à voix haute, le droit à leur propre corps. La Première Guerre mondiale a finalement fait ce que des décennies de militantisme n'avaient pas suffi à accomplir. Quand les hommes sont partis au front, les femmes ont pris leur place dans les usines. Et dans une usine, vous ne pouvez pas travailler avec un corset. Vous ne pouvez pas manipuler des machines avec 15 kilos de dentelle autour des jambes. Pour la première fois, des millions de femmes ont enfilé des vêtements pratiques et confortables sans que personne ne puisse les en empêcher, parce que la survie économique du pays en dépendait. En 1920, les États-Unis accordaient le droit de vote aux femmes. En 1928, le Royaume-Uni faisait de même pour toutes les femmes sans distinction. Et au cours de cette même décennie, les premières serviettes hygiéniques commerciales sont apparues sur le marché. Kimberly-Clark a lancé Kotex à partir d'une technologie de cellulose développée pendant la guerre. Pour la première fois de l'histoire, les femmes n'avaient plus à fabriquer leurs protections à la main. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des protections hygiéniques dans n'importe quelle pharmacie. Vous pouvez prendre un antidouleur si vous avez des crampes. Vous pouvez aller aux toilettes quand vous en avez besoin. Vous pouvez parler de vos règles sans être diagnostiqué hystérique et enfermé dans un asile. Vous pouvez porter ce que vous voulez. Vous pouvez posséder des biens. Vous pouvez voter. Vous pouvez refuser. Vous pouvez choisir. Rien de tout ça n'était acquis. Rien de tout ça n'est tombé du ciel. Des femmes dont nous ne connaissons même plus les noms sont mortes de septicémie parce qu'elles n'avaient pas accès à des soins basiques pendant leurs règles. Des femmes ont eu les organes abîmés pour toujours par des corsets qu'elles ne pouvaient pas refuser de porter. Des femmes ont perdu la vie en accouchant sans anesthésie, avec un bassin déformé, sans aide médicale digne de ce nom. Des femmes ont été enfermées dans des asiles pour avoir osé dire qu'elles souffraient. L'histoire n'a pas retenu leur nom. Elle a retenu les robes. Elle a retenu les bals. Elle a retenu les portraits peints dans les grandes demeures.
Mais c'est sur la douleur de ces femmes silencieuses que repose chaque liberté que nous tenons aujourd'hui pour acquise. Cette histoire n'est pas terminée. Aujourd'hui encore, dans des dizaines de pays, des adolescentes manquent l'école pendant leurs règles parce qu'elles n'ont pas accès à des protections hygiéniques. Aujourd'hui encore, des femmes se voient diagnostiquer de l'anxiété ou du surmenage quand elles souffrent d'endométriose non détectée pendant des années. Aujourd'hui encore, la douleur des femmes est systématiquement sous-évaluée dans les salles d'urgence. Aujourd'hui encore, des corps féminins sont légalement contrôlés par des États, des familles, des institutions. L'ère victorienne, c'est terminé. Mais certaines de ces logiques, elles, n'ont pas disparu. Elles ont juste changé de costume. Rappelez-vous de ces femmes. Rappelez-vous de ce qu'elles ont porté, au sens propre comme au sens figuré. Rappelez-vous que chaque fois que vous pouvez dire non, chaque fois que vous pouvez choisir, chaque fois que vous pouvez parler de votre corps sans honte, quelqu'un avant vous a payé ce droit d'un prix que nous aurons du mal à jamais vraiment mesurer. Leur histoire était celle du silence. La nôtre doit être celle de la mémoire.